Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. Les anciens Chinois appelaient les montagnes l'échelle vers le ciel et croyaient que des dieux y vivaient, d'où l'humanité est née. Les montagnes inaccessibles, mystiques et incommensurables sont devenues le centre de la vie spirituelle des Chinois. Dans les grottes inaccessibles, les ermites taoïstes étudiaient l'alchimie et pratiquaient la magie. Les moines bouddhistes y construisaient des temples, méditaient pendant des millénaires et atteignaient l'illumination. Dans cette partie de l'expédition, nous rechercherons dans les montagnes un message ancestral difficile à croire. Et nous commencerons par le mont Lingzhou dans la province du Sichuan. Les bouddhistes de Chine croient qu'un jour, une personne descendra du ciel sur terre et rendra tout le monde heureux. Et il aura l'apparence de 7 statues géantes. C'est Bouddha qui n'a pas encore existé dans notre monde. Mais les ancêtres savaient à quoi il devait ressembler il y a plus d'un millier d'années et ils nous ont laissé cette relique. Pendant 2000 et demi ans, les gens ont utilisé les enseignements du Bouddha Shakyamuni ou le Bouddha du présent. Mais les prophéties disent que les gens oublieront ces enseignements et que les guerres, les cataclysmes et les grands problèmes commenceront dans le monde. Et puis, afin de sauver l'humanité, le Bouddha du futur, ou Maitreya, viendra sur Terre. Il aura exactement l'apparence de 7 statues géantes. Vous avez probablement vu beaucoup d'images du Bouddha dans votre vie. Et peut-être avez-vous remarqué que ces images peuvent être différentes les unes des autres. Et c'est vrai, ce sont des personnes différentes. En fait, les bouddhistes croient qu'il y a des milliers de Bouddhas. Ils ne commencent jamais et ne se terminent jamais. Mais c'est sur le Bouddha Maitreya que les croyants bouddhistes ont de grands espoirs. Et la légende de sa venue sur Terre se transmet de génération en génération. Il est difficile de croire que tout cela a été fait manuellement par des personnes utilisant des haches, des lances. Et ils ont créé ce Bouddha. C'est d'ailleurs le plus grand au monde creusé dans la roche. Il mesure 71 mètres de haut. C'est tout simplement incroyable. Pour comparaison, le célèbre bas-relief des 4 présidents américains, creusé dans la roche, mesure un peu plus de 18 mètres de haut. Le légendaire temple de Petra en Jordanie, creusé dans la roche, est presque 2 fois plus bas que ce Bouddha. Eh bien, approchons-nous maintenant, montons au sommet et découvrons ce qui attend la Terre, et vous et moi aussi. Si l'on croit aux légendes chinoises, Maitreya apportera d'importants changements. Des millions de pèlerins attendent ici la venue du futur Bouddha. Ils viennent chaque année des coins les plus éloignés de la Chine pour vénérer la création incroyable de leurs ancêtres. Quand vous approchez d'ici, vous devez vous incliner 3 fois. Toute la philosophie de la Chine repose sur 3 piliers. Ce sont le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme. Par conséquent, il est impossible d'éradiquer la foi. Les gens sont croyants. D'ailleurs, il y a plus de bouddhistes ici que n'importe où dans le monde. Cela ne représente que 18% de la population chinoise, mais en même temps, c'est 244 millions de personnes. Et cela constitue un peu moins de la moitié de tous les bouddhistes de la planète. Ni hao, bonjour, quel est votre nom? Dans son nom. Enchanté, dites-moi, ce Bouddha du futur, Maitreya, vous attendez sa venue? Oui, bien sûr. Nous attendons tous avec impatience sa venue. Et que va-t-il se passer quand il viendra? Le Bouddha actuel, Shakyamuni, lui, cédera à sa place. Quant à ce qui se passera ensuite, je ne peux même pas l'imaginer. Et que ressentez-vous lorsque vous êtes ici? C'est un endroit très important pour moi. Je sens ici que le Bouddha me bénit. Des dizaines de milliers de personnes ont sculpté cette statue du nouveau maître enseignant pendant près d'un siècle. Plus vous vous rapprochez, plus vous avez envie de dire « Oh, je n'arrive pas à croire mes yeux ». En effet, cette création des mains humaines est impressionnante. Imaginez, la tête mesure 14 mètres de haut, 10 mètres de large. Le nez et l'œil mesurent plus de 5 mètres de long. C'est comme une énorme voiture, une limousine, une Mercedes classe S. Mes amis, ces doigts, vous ne le croirez pas, font plus de 8 mètres de long. C'est-à-dire que les doigts sont comme une maison à 3 étages. À travers les tunnels spéciaux qui sont restés depuis la construction, vous pouvez entrer juste dans la roche et voir de quoi est faite la statue légendaire.
Voici l'occasion de toucher littéralement l'histoire. Il est difficile d'imaginer comment, pendant 1300 ans, ils ont travaillé sur cela, taillant ces rochers et surtout comment cela a survécu jusqu'à nos jours. Il y a 1300 ans, les constructeurs ont mis au point un système de drainage unique à l'époque, grâce auquel le Bouddha n'a pas été emporté par les pluies et a été préservé jusqu'à ce jour. Comment cela fonctionne, nous le découvrirons grâce à un expert qui a consacré sa vie à l'étude de cette merveille faite par l'homme. Voici Wu Chang-nu. Les cheveux de Bouddha sont faits de boucles. Sous chaque rangée, il y a des rainures spéciales par lesquelles l'eau s'écoule de sa tête. Ensuite, elle s'écoule en bas par des petits canaux derrière les oreilles. Cela a été conçu en 713, lorsque la construction de la statue a commencé. Il est également important de comprendre qu'à l'origine, le Bouddha se trouvait à l'intérieur d'un grand temple en bois. Il protégeait la statue de la pluie et du vent. Grâce à cela, la statue est si bien conservée. Mais le temple a été détruit il y a 600 ans. Eh bien, c'était l'année 713. À cette époque, il n'y avait pas d'opportunité qui existe aujourd'hui. Comment les gens travaillaient-ils? Combien de personnes travaillaient? C'était une tâche incroyablement difficile. La construction a été commencée par la tête et il descendait lentement. Il a fallu près de 100 ans et plus de 20 000 ouvriers pour sculpter cette statue dans la roche. Tout cela a été supervisé par le moine Haitun. C'était son idée. Je sais que même pour le moine Haitun, les choses n'ont pas été faciles, car il fallait collecter des dons, il fallait beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai. Pour collecter de l'argent pour la construction, il a parcouru la Chine pendant 10 ans, cherchant partout où il le pouvait. Lorsqu'il a suffisamment d'argent, Haitun est revenu et a commencé à rassembler des personnes. Mais les fonctionnaires locaux sont venus, ils ont dit qu'ils devaient leur donner de l'argent et qu'ils superviseraient la construction. Le moine a répondu, « Je suis prêt à arracher mon œil, mais je ne donnerai pas d'argent pour Bouddha. » Selon la légende, il a arraché son œil et l'a donné au fonctionnaire. Celui-ci a eu peur et s'est enfui. Haitun a commencé la construction, mais il n'est vécu que jusqu'à la fin de la tête. Ce n'est qu'après sa mort que la direction a été prise en charge par les fonctionnaires. En réalité, l'objectif de la construction était quelque peu audacieux, car regardez où Bouddha est situé. 3 rivières se rejoignent ici. De plus, ces rivières ont un courant très puissant. Et dans les temps anciens, il y avait beaucoup d'accidents de bateaux ici. Les navires en bois ne résistaient pas à un tel flux, à un tel courant. Ils heurtaient les rochers, se brisaient. C'est précisément pour cette raison qu'à l'époque, la décision a été prise de construire ici, dans la roche, une statue de Bouddha qui calmerait ces eaux et réduirait le nombre de tragédies. Regardez ce mouvement. Depuis les bateaux touristiques, on peut voir à quel point le courant est fort. Et qu'en pensez-vous? Ils ont construit Bouddha et le nombre d'accidents de bateaux a diminué? Question, pourquoi? Revenons en arrière et voyons. Vous voyez que l'énorme masse de roches a été creusée d'ici pour créer cette œuvre des mains humaines. Bien sûr, toutes ces pierres sont tombées dans l'eau et ont changé le lit de la rivière, son courant. Et le nombre d'accidents de bateaux a diminué. Maitreya est le seul Bouddha que toutes les écoles du bouddhisme vénèrent de manière égale. C'est pourquoi un temple unique a été construit ici, où les moines du monde entier viennent prier ensemble pour le Bouddha du futur. Ni hao. Ni hao. Et d'où venez-vous? D'un monastère tibétain. Dites-moi, que signifie Maitreya, le Bouddha du futur pour vous? Il est mon enseignant. Il est aussi important pour moi que les autres Bouddhas. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. C'est ma vocation. J'étais aussi moine dans ma vie antérieure. Et qui étais-je dans ma vie antérieure? Je vais vous le dire maintenant. Essayez de ne pas penser à quoi que ce soit de superflu. Vous étiez également moine dans une vie antérieure. J'étais moine? Mes amis, voilà des détails intéressants. Et comment voyez-vous que j'étais moine dans une vie antérieure? Comment avez-vous déterminé cela? Je l'ai simplement ressenti. Veuillez me suivre. Le voyez-vous? Oui, je le vois. Il est donc en vous. Si vous faites le mal, par exemple tuer une personne, vous devrez vivre 500 vies avant de pouvoir expier ce péché et ne pas naître de nouveau. Mais nous tous, les humains, voulons naître et vivre éternellement. Nous essayons de trouver des remèdes et nous faisons des films sur la vie éternelle. C'est-à-dire que les gens veulent vivre. Et vous dites que le but ultime n'est pas de naître un jour et alors votre tourment prendra fin. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Le corps n'est qu'une enveloppe éphémère. L'essentiel chez une personne, c'est son âme.
Ce n'est que lorsque vous vous débarrassez de toutes les dettes dans ce monde que vous pouvez sauver votre esprit et entrer dans le nirvana. Je dois aller. Les bouddhistes ont un Bouddha actuel. Et j'ai entendu la légende selon laquelle lorsque les gens commenceront à vivre mal, à enfreindre les commandements, alors des guerres, des cataclysmes, des changements climatiques commenceront à se produire dans le monde. Et c'est à ce moment-là que viendra le Bouddha du futur pour sauver la planète. Ainsi disent les légendes. Mais cela ne signifie pas que vous devez compter sur Bouddha pour tout. Les gens doivent adhérer à l'enseignement principal, ne faire que du bien. Et en général, oublier les guerres. Ce n'est qu'à cette condition que la planète sera sauvée. En réalité, nous n'avons pas encore compris toutes les leçons du Bouddha actuel. Et sans cela, on ne peut pas avancer vers l'avenir. Combien de Bouddhas y a-t-il dans le monde? Il existe une version selon laquelle il y en a beaucoup. Et si chaque personne vit de manière idéalement correcte, pourrait-elle devenir un Bouddha? C'est vrai, il y avait beaucoup de Bouddhas, mais les gens modernes sont aveuglés par les plaisirs. Ils n'ont pas la sagesse que nos ancêtres avaient. On dit que lorsque le Bouddha du futur viendra, le luxe ne sera plus nécessaire. Il n'existera plus. Oui, c'est vrai. À votre avis, quand viendra-t-il? Et surtout, le plus intéressant, où viendra-t-il? Personne ne sait exactement quand ni exactement où. Il peut apparaître n'importe où. Mais allons-y, il y a une version où il peut venir. Nous sommes ici maintenant. Oui, nous sommes ici maintenant. Traversée Zuni ou Guyang. Ici. Il y a une légende qui dit qu'il viendra sur le mont Fangzhengshan. Merci. Vos conseils sont extrêmement importants pour nous. Vous avez complètement changé le cours de notre expédition. Nous changeons maintenant d'itinéraire et nous y allons. Attendez, je vais vous donner quelque chose d'important pour ce voyage. Qu'est-ce que c'est? C'est une image du Bouddha du futur pour vous deux. Pour qu'il éclaire votre chemin, vous protège et vous apporte de la chance. Sans le Bouddha, vous ne pourrez pas atteindre la montagne sacrée. Vous savez, il est très inattendu de recevoir un tel cadeau dans un lieu touristique où il y a beaucoup de commerce, tout est vendu. Vous êtes une personne incroyable, merci. C'est un signe très positif. Sacha et moi avons l'amulette. Et nous avons un indice sur où aller ensuite, à la montagne Fangzhengshan, dans l'un des monastères les plus beaux et les plus étonnants de Chine, où selon la légende, le Bouddha viendra sur cette terre pour atteindre l'illumination. Nous avons vu quelle sera, selon la version bouddhiste, la personne qui changera pour le mieux l'avenir de la planète entière. Quand cela arrivera, personne ne le sait exactement. Mais tout le monde est sûr que cela se produira certainement. Et nous changeons l'itinéraire de notre expédition et nous allons au mont Fangzhengshan pour y entendre les réponses aux questions quand le Bouddha du futur Maitreya viendra sur Terre et ce qu'il nous apportera. Mais sur le chemin, nous avons un autre arrêt dans la région montagneuse. C'est le tunnel légendaire de Guolan, ou la route de la mort. Il y a un abîme et une sorte de tunnel. Il atteint 4 mètres de large et 5 mètres de haut. Cette route est considérée comme si dangereuse que les visiteurs ne peuvent s'y déplacer qu'à pied. Conduire en voiture n'est autorisé que pour les locaux, ceux qui ont leur maison en eau. C'est vraiment une catastrophe pour un conducteur. Regardez la largeur et les virages interminables dans un tunnel étroit. Et il y a toujours des rochers géants suspendus au-dessus de vous. Et son danger n'est pas la caractéristique la plus étrange qui attire des centaines de milliers de personnes de toute la Chine ici. Cela semble incroyable, mais ce tunnel long de 1200 mètres, tout comme le Bouddha de l'échant qui mesure 71 mètres de haut, a été creusé à la main sans utiliser des techniques modernes. Tout ce que vous voyez maintenant était de la roche solide, sans passage, sans fenêtre ni rebord. Ensuite, une route a été créée ici. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'elle a été faite manuellement, sans utiliser aucune technologie. Cependant, contrairement au Bouddha, ce n'est pas un monument historique vieux de plusieurs milliers d'années. Les personnes qui ont creusé tout cela de leurs propres mains sont encore en vie. Voici Liu Kongfu, 71 ans. Il a été l'un des initiateurs de ce projet de construction apparemment impensable et irréaliste.
Lou et 12 de ses amis ont commencé à creuser à la main ce tunnel en 1972 pour le construire. Quand vous êtes ici, il est difficile de croire que quelque chose comme ça est même possible. Eh bien, comment les gens ordinaires peuvent-ils le faire manuellement sans utiliser d'équipement spécial? Vous avez probablement été interrogé à ce sujet des millions de fois, voire plus, mais comment avez-vous fait cela? Et comment? Avec des pioches et des marteaux. Notre village est au sommet d'une falaise et nous avons toujours été complètement isolés du monde. Tous ceux qui avaient la moindre chance de partir quittaient leur maison et déménageaient dans d'autres villages et villes. Le nombre de gens diminuait de plus en plus, surtout les filles partaient et il n'y avait plus personne avec qui les garçons pouvaient se marier. Les filles essayaient de trouver un partenaire parmi ceux qui vivaient en bas, dans les endroits civilisés, et nous restions complètement isolés. Personne ne voulait venir ici, et alors nous avons compris qu'il n'y avait qu'une seule solution, percer un chemin vers le bas à travers la falaise, sinon notre village disparaîtrait tout simplement. Personne ne voulait vivre ici. Néanmoins, ce sont généralement les femmes qui sont à l'origine de tous les exploits accomplis par les hommes. Il n'y a plus de femmes et les hommes sont même prêts à couper à travers le rocher. Ce n'était pas la seule raison. Venez, je vais vous montrer et vous expliquer tout. Voici le village de Goualan. Il est perché au sommet de cette falaise infranchissable. Quand il n'y avait pas encore de route ni de tunnel, il était impossible d'atteindre cet endroit, ou presque impossible. Vous voyez le sentier. Nous l'appelons l'échelle céleste. Il y a 40 ans, c'était le seul moyen d'accéder à notre village. Oh, il est écrit qu'il est interdit de passer. Ils l'ont fermé l'année dernière car un touriste a trébuché et est tombé. C'était très dangereux d'y aller, surtout avec des bagages. Nous y allions en paire, nous nous soutenions mutuellement. Un faux pas suffit pour tomber et s'écraser. Voulez-vous prendre soin de mon sac à dos? Mes amis, ce n'est en aucun cas du vandalisme ni un appel à violer les interdictions, mais nous sommes obligés de vous montrer pourquoi ces gens ont construit ce chemin et risqué leur vie. Souvenez-vous juste d'être très prudent. Regardez où vous mettez les pieds et restez sur le côté interne du sentier. D'accord, c'est tout. C'est le seul chemin vers la civilisation. C'est ainsi qu'il faut marcher toute la journée pour atteindre la ville la plus proche. Bien sûr, il s'avère que les gens étaient pratiquement coupés de la civilisation. Voilà la descente. Elle est verticale. Et le sentier descend tout le temps de la même manière. Imaginez par exemple des gens transportant 50 à 70 kg de récolte de riz. Et ici, vous devez faire le tour d'une manière ou d'une autre. Vous asseoir. Pour descendre et remonter, il fallait marcher toute la journée. De 6 heures du matin à 6 heures du soir. Parfois, ils sortaient même dans le noir avant le lever du soleil. J'ai seulement eu besoin de 20 minutes pour réaliser tout le danger de ce chemin et ressentir une poussée d'adrénaline. Combien de fois par an, compte tenu de la nature du sentier, sortez-vous en ville? 2 fois par an. En automne pour vendre les noix qui poussent ici et en hiver pour le Nouvel An chinois. Nous achetions des produits sur le marché pour la fête, de nouveaux vêtements et nous le remontions tout en eau. Vous viviez comme une tribu isolée quelque part dans l'Amazonie brésilienne, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est-à-dire que les gens là-bas ne savent pas non plus ce qui se passe en dehors de la forêt. Cela semble difficile à croire. Nous savions tous que sans une route normale dans le village, il n'y aurait jamais d'électricité ni de communication. Nous ne voulions plus vivre en isolement. C'est pourquoi nous travaillons chaque jour. Nous nous reposions uniquement le jour du Nouvel An chinois, 2 jours par an, et cela pendant 7 années consécutives. Pendant des années, les habitants du village ont demandé aux autorités locales de construire une route, mais cela n'était pas économiquement justifiable. La construction des routes dans de tels endroits est très coûteuse, et très peu de gens vivaient en eau. En conséquence, la seule façon pour le peuple de se connecter avec le monde extérieur était de tailler une route dans la roche par eux-mêmes. Et comment cela s'est-il produit? Vous êtes y allé et avez frappé? Nous n'avions que des pinces, monseigneur, et des marteaux comme outils. Un homme se tenait le dos contre le mur et tenait en pince, monseigneur, et 2 autres frappaient avec des marteaux.
Combien de mètres pouviez-vous percer en une journée? Nous parcourions autant en une journée. Ici, la roche est très solide. Elle résistait beaucoup. Je regarde en haut. Évidemment, il y a eu des glissements de terrain ici. Y a-t-il eu des effondrements pendant la construction lorsque vous travaillez? Oui, bien sûr, la roche est en couche. À cet endroit, nous avons failli être ensevelis. Vous avez vécu cet effondrement? Oui, nous étions 8 ici à ce moment-là. Comment cela s'est-il produit? À quoi cela ressemble-t-il quand un énorme bloc de roche s'effondre? C'est très effrayant. Quand toutes ces pierres sont tombées, il y a eu un rougissement terrible. Nous avons été assourdis. La poussière a obscurci le soleil. Il était impossible de respirer, on ne voyait rien. Heureusement, personne n'a été enseveli, mais l'un de nous a été touché par des fragments de pierre. Il ne voit presque plus d'un œil et entend mal jusqu'à aujourd'hui. Nous nous échappions comme ça un par un le long du mur. Avez-vous marché de telle sorte que si quelque chose tombe, il ne vous tombe pas sur la tête? Non. L'effondrement a détruit la route. L'endroit où vous vous tenez maintenant était effondré. Nous avons ensuite tout restauré. Nous avons travaillé sur cette route pendant 7 ans. Il y a eu beaucoup de glissements de terrain et d'autres aventures. Et c'est là que j'ai perdu un ami. Que s'est-il passé? Il y avait un énorme bloc ici. Personne n'était capable de le déplacer. Il a décidé d'essayer lui-même. Il l'a soutenu avec une simple pelle et le bloc a soudainement dévalé. Et en dessous, il y avait beaucoup de petites pierres. Elles ont également chuté et l'ont entraîné. Il s'est écrasé. Cela n'a-t-il pas brisé votre humeur, votre enthousiasme? Cela ne vous a pas plongé dans la dépression? Nous ne pouvions pas travailler pendant un mois entier. Tout le monde était déprimé, mais pendant cette période, nous avons révisé beaucoup de choses, changé de plan. Vous pourrez le voir vous-même. Jusqu'à cet endroit, la route descend en pente douce. Ensuite, nous avons augmenté l'inclinaison. Nous voulions terminer aussi rapidement que possible pour qu'il n'y ait plus de morts ici. La plupart des gens sur notre planète aspirent à la civilisation. Certains ont eu la chance de naître déjà avec un gadget dans les mains. Certains luttent pour la possibilité de déménager d'une petite ville à une métropole ou à la capitale. Les habitants du village de Guolan ont payé le prix le plus élevé pour la civilisation, leur vie. J'ai demandé à Lu Kung-Fu de me montrer comment il avait réussi à surmonter le rocher. Est-ce le même type de roche? La couleur est différente, mais globalement le même. Imaginez que c'est la 72e année et que je suis votre partenaire. Donnez l'ordre. Que dois-je faire? Prenez la ferraille comme ça. Vous avez toujours travaillé en équipe? À 3. Un tenait la ferraille, 2 frappaient avec des marteaux. Est-ce qu'il est arrivé que vous vous trompiez? Oui, les coups sur les mains étaient courants. Combien de mains cassées ont eu lieu au cours de l'histoire de la construction du tunnel? Je ne pourrais même pas le compter. Les blessures étaient quotidiennes, mais pas très graves. Vous travaillez bien pour quelqu'un de plus de 70 ans. Je veux moi aussi travailler avec un marteau comme ça à plus de 70 ans. Soyez prudent avec vos désirs. Ce n'est pas ce que vous voudrez faire à la fin de votre vie. Que ressentez-vous et à quoi pensez-vous lorsque vous commencez à répéter ces mouvements? Des souvenirs vous viennent-ils à l'esprit? J'ai immédiatement pensé à ma jeunesse, mais à l'époque, nous faisions des mouvements plus amples comme ça. D'accord, échangeons les rôles. Supposons que vous teniez le levier et que je frappe. Juste pour être honnête, c'est la première fois pour moi, donc je ne frapperai pas fort. J'ai peur de rater et de vous frapper à la main. Soyez courageux, j'ai l'habitude. Nous avons frappé pendant 2 minutes et nous n'avons rien accompli du tout. Combien de temps prenait-il habituellement pour ébrécher même un petit morceau? Nous avons assommé un morceau de roche, déposé de la poudre à canon là-bas, fait exploser puis nettoyer ce qui restait, et ainsi de suite toute la journée. Mes amis, c'est ainsi que nous progressons lentement vers la vérité. En plus du travail manuel, de la dynamite était constamment utilisée. Essayons de percer un trou pour la poudre. Pour être honnête, vous étiez de solides gars. Ça fait déjà plus d'une demi-heure que je suis fatigué ici. Nous avons cassé un autre morceau. Mes amis, c'est comme ça que ça s'est passé. Encore un morceau de roche pesant 15 à 20 kg. Et 3 pièces nous ont pris 25 minutes de travail. Allons plus loin. Nous allons réussir à briser au moins celui-ci.
Est-ce que ça va? Votre doigt est coincé? Tout va bien, bien. J'ai un peu coincé mon doigt. Une petite inattention et c'est déjà une blessure. Allons-y, finissons. Ça fait. Pour être honnête, je suis fatigué. Nous nous sommes aussi vite fatigués au début. Ensuite, nous nous sommes habitués à de telles charges. Plus d'une heure de travail, le résultat est un approfondissement dans une pierre de la taille d'un ballon de football. Après cet essai, il semble incroyable qu'il ait été possible de creuser 1200 mètres de roche de cette manière. Aujourd'hui, les touristes paient 15 $ pour regarder un tunnel géant dans la roche et ils ne se rendent même pas compte que la maison de la personne qui a construit tout cela et attire tous les touristes ici a un tel aspect. Faites connaissance, voici ma femme. Ni hao, quel est votre nom? Vangez, entrez dans la maison, n'ayez pas froid. Merci. Oh, je vois beaucoup de miel. C'est de mon rucher. Ce miel ne peut être obtenu qu'à ces endroits. Goûtez-y. Comme c'est bien sucré. Tout simplement fantastique. Est-ce votre revenu pour vivre? Oui, je le vends. Quelle quantité de miel parvenez-vous à vendre? Pas beaucoup du tout. Mon miel est tout à fait naturel. C'est plus cher. Et il y a beaucoup de concurrence ici. Nous avons à peine pu construire cette maison avec cet argent. Et j'ai dû tout faire moi-même, sauf pour la télé. Mais elle est très vieille. Il ne lui restait plus longtemps pour fonctionner. C'est triste à regarder. Une personne qui aspirait tant à la civilisation dont les touristes viennent voir le travail vit si mal. Je suis désolé, il fait froid ici. Nous nous réchauffons maintenant avec ce charbon, et quand il fait très froid, on va fumer le four. Voici une cuvette, on y jette du charbon et la maison est ainsi chauffée. Dans les régions montagneuses, c'est un moyen très populaire. Je vais vous dire qu'il a immédiatement fait plus chaud quand nous nous sommes assis et réchauffés. Et donc, vous savez, dans cette atmosphère chaleureuse, je veux toujours revenir au sujet principal de notre conversation, le tunnel. Vous savez, je l'ai traversé et j'ai été tellement impressionné que je ne peux toujours pas revenir à la raison et croire que cela a été fait par les mains des gens ordinaires. Quels ont été vos premiers pas? Saviez-vous tout de suite que vous seriez fort et capable de percer la roche sur plus d'un kilomètre? Oh non, nous n'avions même pas les outils. Pas de marteau, pas de ferraille, tout cela devait être acheté. Et qui a financé tout cela? Nous-mêmes. Tout le village collectait de l'argent, autant que n'importe qui en avait. J'ai dû vendre toutes les chèvres. En général, on devait vendre tout ce qui pourrait être vendu. Et avec cet argent, nous nous sommes achetés des outils. En général, il n'y a pas eu un tel sentiment de désespoir lorsque vous avez réalisé à quel point c'est difficile. Et n'y avait-il pas de pensée « Non, les gars, arrêtons. Nous n'y arriverons pas car c'est une montagne. Nous ne la surmonterons pas. » C'était difficile. Dans d'autres villages, on se moquait de nous. Ils ont même eu à inventer une chansonnette que nous sommes des villageois stupides et que nous ne pouvons percer qu'en détachement des chèvres. Mais nous avions un objectif, atteindre la fin. Arrêter la construction, c'est abandonner. Et nous n'allions pas faire ça. Les chèvres ont été vendues. Vous avez investi tout l'argent dans la construction. Et au détriment de quoi avez-vous vécu? Qu'est-ce que vous avez mangé alors? Comment le village a-t-il existé pendant ces 7 années si absolument toutes les ressources ont été investies dans la route? C'était des moments très difficiles. Nous vendions tout ce qui avait de la valeur et ne mangions que du maïs, de la bouillie de mil et toutes sortes de légumes. Nous mangions à peine de viande. Fantastique unité de personnes pour un objectif commun. Et pendant des années, vous vous privez de tout, même d'une alimentation complète. Mais il y avait un objectif principal. La lumière au bout du tunnel que vous avez vu lorsque vous avez essayé de le traverser jusqu'au bout. Quel genre de vie vouliez-vous voir après la construction? Nous avons tout compris que sans cette route, il n'y aurait jamais d'électricité et de communication dans le village. Nous ne voulions plus vivre en isolement. C'est pourquoi nous travaillons chaque jour. Dites-moi, comment les autorités de l'époque ont-elles réagi à ce que vous aviez prévu? Avez-vous reçu des prix, des certificats, peut-être des récompenses d'État? N'êtes-vous pas un héros de la Chine? Non, rien de tel ne s'est passé. Et nous n'avons pas été récompensés pour ce travail. Mais quelles sont les récompenses? Notre ami qui est décédé a laissé sa petite fille complètement seule. Nous avons dû nous occuper d'elle nous-mêmes. Notre superviseur l'a accueillie et l'a élevée comme son enfant.
Au cours de cette année de construction du tunnel, les habitants de Goualan ont perdu un ami, ont subi des blessures graves tous les jours, mais ne se sont pas arrêtés. De nouveaux bénévoles sont venus remplacer ceux qui ne pouvaient plus travailler. C'était une cause commune qui rassemblait tout le monde et elle a même aidé notre héros à trouver l'amour de sa vie. Avez-vous également construit ce tunnel? Bien sûr, je l'ai construit. Oui, comme tout le monde. Laissez-moi vous serrer la main et m'incliner, c'est ça. Elle n'avait alors que 20 ans. Et grâce au tunnel, une famille est apparue. Oui, nous nous sommes mariés l'année même où nous avons terminé la construction. À partir du moment où la première moto, la première charrette a pu rouler, avez-vous immédiatement ressenti des changements dans votre vie? Oui, je me souviens encore quand la première voiture est arrivée chez nous. Tout le village pleurait de bonheur. De nombreuses personnes âgées n'avaient jamais vu de voiture et ne pensaient pas vivre pour voir ce moment. Même moi, je pleurais. Vous avez construit la route, votre vie a changé, vous avez finalement commencé à transporter des marchandises en 1977. Et quand soudain votre route est devenue non pas votre route, mais une attraction touristique. En général, nous avons commencé à laisser entrer les touristes nous-mêmes. Beaucoup voulaient voir ce miracle. Nous avons fixé un prix symbolique à 5 yuans et nous avons utilisé cet argent pour le développement du village. Mais en quelques années, un parc national est apparu ici et a commencé à tout gouverner. Son leadership nous a chassés. Ils ont commencé à collecter de l'argent et n'ont rien donné au village. Oui, dans les brochures destinées aux touristes, ils écrivent que chaque année, ils allouent 10 000 yuans aux personnes âgées du village, mais nous n'avons pas vu un centime de leur part. Je vis de ma pension, 150 yuans par mois. Ici, un billet coûte 107 yuans. Pour entrer ici, chaque personne laisse 107 yuans. Et vous avez une pension mensuelle de 150, mais même cela ne leur suffisait pas. Ils me demandent toujours de l'argent pour le fait que je les verrai des abeilles dans le parc national. Dire que je suis choqué, ce n'est rien dire. Vous avez construit cette route. Combien de touristes y a-t-il environ chaque jour? Même hors saison, il y a jusqu'à 2000 personnes. Un minimum de 30 000 $ par jour était gagné uniquement sur les billets d'entrée. 30 000 $ par jour. Et pendant les vacances, c'est bien plus encore. Je ne comprends rien. C'est triste pour vous? Bien sûr, c'est triste. J'ai récemment ramené de la nourriture pour les abeilles afin qu'elles puissent survivre à l'hiver. La sécurité du parc en bas ne m'a pas laissé partir avec lui. Nous avons construit cette route afin que toutes les personnes puissent apporter ce qu'elles avaient besoin de la ville. Et maintenant, le parc national ne nous permet pas d'utiliser pleinement notre route. Je n'ai tout simplement pas de mots. C'est comme si nous étions simplement utilisés et abandonnés. Luc Onfo et sa femme ne sont pas les seuls constructeurs de routes restants ici. Il y a encore quelques familles. Tous sont déjà à la retraite. Certains luttent contre les conséquences des blessures physiques toute leur vie. D'autres continuent de travailler. Quel est votre nom? Shen San. Je m'appelle Li Chansu. Avez-vous construit une route depuis les premiers jours? J'ai commencé à construire la route la deuxième année. La première année, j'allais encore à l'école. Quels sont vos souvenirs les plus importants de ces années? Vous avez dû voir un virage très serré sur la route. C'était l'endroit le plus dangereux. Nous avons creusé dans la roche, debout sur des échelles fragiles près de la falaise. C'était très difficile, mais nous n'avons pas abandonné et avons fini le travail. Nous ne nous sommes pas sentis désolés pour nous-mêmes. Les mains étaient si fatiguées qu'elles ne pouvaient littéralement pas être redressées. Quand il y a eu un grand effondrement, des fragments m'ont blessé à l'œil et à l'oreille. Je suis à moitié aveugle et sourde, mais je n'ai pas arrêté de travailler. Et quel en est le résultat? C'est-à-dire que vous êtes aussi déçus? Oui, la direction du parc profite désormais du tunnel. Et ils nous ont oubliés. Je voudrais leur rappeler la sagesse chinoise. Quand vous buvez l'eau d'un puits, souvenez-vous des gens qui l'ont creusé. Parmi les héros du tunnel de Goualan, il y a même ceux qui sont aujourd'hui contraints de mendier aux touristes. Un tel revers de l'exploit. Cet homme a définitivement vécu ici et a participé à la construction de la route. Et maintenant, il s'assoit et en fait demande l'aumône. Et le plus triste, si vous observez, regardez bien, 99% des touristes passent par là, mangent quelque chose
Tout au plus prennent des photos avec leur téléphone, certains donnent en sous. Malgré le fait que tout le monde a payé le billet. Bonjour, quel est votre nom? Chansou, oui. Avez-vous également construit cette route? Oui, j'ai construit ce tunnel depuis 5 ans. Et maintenant, je suis vieux et je ne peux plus travailler. Les enfants ont déménagé dans d'autres villes. Je dois m'asseoir avec la main tendue. Merci. Soyez en bonne santé. Pour les millions de touristes qui viennent ici chaque année, l'attraction principale n'est qu'une route dans un rocher qui est frais et fascine à la fois. Oui, les guides disent qu'il a été construit à la main. Mais ceux qui ont donné des années de leur vie pour elle et ont réellement accompli un exploit, personne ne le sait de face. Et j'ai décidé de corriger cette injustice. Savez-vous qui c'est, bonjour? Non, je ne sais pas. Et qui est-ce? Il a construit cette route. Ce sont ses mains. Regardez ses mains dorées. Avec ses mains, cette route a été construite en 7 ans. Vraiment, c'est ça? Vous avez fait un travail incroyable. Puis-je prendre une photo avec vous? Pouvez-vous prendre une photo de moi avec lui? Bien sûr, d'accord. Et moi? Et moi? Vous voyez, dès que nous avons déclassifié notre héros, tout le monde a immédiatement commencé à prendre des photos avec lui. Bien sûr, prenons une photo. Il est difficile de croire qu'une personne soit capable d'une telle chose. Santé à vous. Moi aussi, s'il vous plaît. Bien sûr, je vous comprends. Ceci est digne de respect. Vous êtes un vrai héros. De plus en plus de touristes entendent qui est cette personne et font la queue pour prendre une photo, se serrer la main et discuter. Et je pense que c'était la première fois que je voyais un sourire sur le visage de Lu Kung-Fu. Allez, allez, allez. Oui, je filme. Ça y est, je suis photographe ici maintenant. Nous ne passerons pas. C'est un vrai homme. Vous êtes vraiment cool. Je ne pensais pas que les gens s'en souciaient. Et ils m'ont parlé comme une vraie star. Je suis très touché. J'ai l'impression que tout n'était pas pour rien. Afin de changer la vie d'une personne pour le mieux, il ne suffit parfois de se frayer un chemin dans le monde. Il faut aussi l'initier à ce nouveau monde. Chaque constructeur de routes à Golan est un exemple vivant du fait que rien n'est impossible pour une personne. La volonté, la patience, l'habitude de ne pas abandonner et le travail acharné au quotidien peuvent en réaliser même un rêve incroyable et littéralement déplacer la montagne. Et je ne pouvais pas partir sans faire au moins quelque chose de gentil pour une personne incroyablement inspirante par sa résilience, sa force et sa détermination. Vous avez dit que vous rêviez d'un nouveau téléviseur. Il s'agit d'un cadeau symbolique de notre programme pour vous, en guise de remerciement symbolique pour votre acte héroïque. C'est très inattendu, merci. Merci, merci beaucoup. Installons ensemble. Nous déballons, installons. Merci. C'était un jour très important pour mon mari et pour nous tous. Nous avons vu que les gens apprécient ce que nous avons fait. Cela donne l'espoir que tout changera pour le mieux à l'avenir. Merci. Chez nous, c'est normal même d'embrasser les personnes qui vous sont chères. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.